On va commencer vraiment à l'heure. Mon collègue, le docteur Tartien, n'est pas encore arrivé. Je pense qu'il va me rejoindre. Je suis Jérôme Taïeb de Aix-en-Provence. On a une session sur l'avenir, j'ai envie de dire, ça aurait pu être la cardiologie du futur, qui va nous parler de deux sujets très intéressants. La télésurveillance cardiaque, enjeux cliniques et opérationnels. Pour traiter cela, c'est François Roubi de Montpellier qui va venir. Je ne sais pas où il est, François. Voilà, là, François Roubi, voilà, pour venir nous parler de ce sujet. Et ensuite, on aura une deuxième présentation sur, cette fois-ci, l'intelligence artificielle au service de la précision diagnostique par Jérémy Barrault de Aix-en-Provence. Merci, François. Merci pour la modération et merci de m'avoir invité à vous parler de la télésurveillance cardiaque. Alors, ça sera très axé quand même insuffisance cardiaque, mais avec justement les problèmes d'interopérabilité et de synergie avec les autres systèmes, les autres enjeux de la télésurveillance. Alors j'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, y compris avec les laboratoires qui font de la télésurveillance, et en particulier avec Implicity qui organise le symposium, et je les en remercie. Alors quelques points qu'on voudrait essayer d'aborder ensemble, c'est les enjeux cliniques, les enjeux scientifiques, parce que tout n'est pas écrit, il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc à la fois les industriels et les académiques y travaillent. Et puis les enjeux opérationnels, c'est-à-dire dans la vie pratique, comment on met tout ça en musique, parce qu'évidemment c'est important pour nos patients et pour votre activité. Alors d'abord, resituer un peu les enjeux cliniques, c'est rappeler qu'on a un niveau de science, un niveau de preuve qui est élevé. Et si on regarde simplement les expériences locales, alors je pense que vous connaissez un peu ces expériences qui sont soit normandes, soit toulousaines, où on vous explique que localement, du point de vue du centre, ça change la pratique. Ça change la pratique parce que ça diminue les événements cardiaques et que ça diminue les hospitalisations. Autrement dit, ça va lever la pression en termes d'hospitalisation dans les systèmes de soins et en particulier en cardiologie pour vous libérer du temps pour faire autre chose. Et un gros problème de ressources humaines et de temps. Et donc, ces systèmes de télésurveillance, c'est le premier rapport que nous expliquent nos collègues. Et ils en sont vraiment convaincus. Ils l'ont publié à différentes occasions. Alors ça, ce sont des publications un peu historiques où on avait regardé avec le prestataire historique dans les suites de l'étude OSICAT si on était capable, dans les bases de données de l'assurance maladie, de reconstituer une population d'études. Et c'est finalement une méthode qui va être utilisée dans plusieurs publications par différents industriels, où on va donc comparer des patients en télésurveillance qui vont être appariés à des patients reconstruits, entre guillemets, pour être comparables et pour regarder ce qui se passe. Alors, l'hypothèse de l'assurance maladie, je vous rappelle, c'était de diminuer l'hospitalisation et donc de diminuer les coûts liés à l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez à gauche et à droite des éléments qui sont à la fois sur la mortalité et sur l'hospitalisation, avec ce vieux système, que c'était le système télésurveillance du poids et symptômes. Et à 6 mois de suivi, on était capable de montrer un impact à la fois sur la mortalité, à gauche, et sur l'hospitalisation de façon très intéressante et très importante en termes de taille d'effet. Probablement plus intéressant encore dans cette étude, c'est le fait que ça marche d'autant mieux que vous êtes observant. Alors ça vous semble évident, c'est un truisme, mais si vous regardez pas, si vous n'utilisez pas votre système de télésurveillance, ça ne marche pas, ce qui est plutôt rassurant. Et donc si vous êtes patient télésurveillé observant, eh bien, vous allez avoir moins d'événements, vous serez moins hospitalisé qu'un patient télésurveillé non observant. C'est pour ça que vous avez différentes courbes en fonction de votre observance évaluée par le nombre de fois où vous rapportez le poids, où vous rapportez les symptômes. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Il est vrai qu'un patient, ces études sont discutées parce qu'un patient non télésurveillé, il est probablement un peu différent d'un patient télésurveillé. Alors c'était peut-être pas trop le cas à l'époque parce que c'était pas encore très démocratisé. Maintenant, je pense qu'effectivement, un patient qui refuse la télésurveillance, il aura peut-être un moins bon pronostic aussi parce qu'il est moins compliant, moins adhérent à ce que vous leur proposez, etc. Et donc, c'est un vrai problème méthodologique et scientifique pour avancer. Je
pense aussi que les systèmes de télésurveillance sont largement sous-utilisés et que ça peut nous apporter énormément d'informations. Alors, on est au stade où déjà on veut gérer correctement les informations qui nous sont rapportées, c'est le cœur du message d'aujourd'hui. Mais quand même, ça, ce sont toujours avec le même système. On avait regardé si c'était capable de nous aider dans la gestion des événements climatiques extrêmes. Alors là, c'est pas trop la canicule aujourd'hui, mais vous pouvez comprendre qu'en cas de canicule ou en cas de grand froid, pourquoi pas, on pourrait estimer que 0 à Paris, c'est dramatique, ça peut nous aider. Et effectivement, alors vous avez en haut à droite la température moyenne et en bas le correspondant en poids, et vous n'avez pas besoin d'être mathématicien pour voir qu'il y a une inversion, une corrélation inverse très forte, très forte, puissamment statistique. Alors ça a un vrai sens clinique, puisque ces températures, alors c'est des températures moyennes jour-nuit, ça correspond au jour où on avait 40 de température dans le sud en particulier, pendant plusieurs jours de suite, et ça correspond à une perte de poids de 2 kilos. Et vous savez que vos paramètres, vous les paramétrez comme vous voulez pour la prise de poids, mais vous pensez bien que votre patient soumis aux diurétiques, à des médicaments qui agissent sur le rein, etc., vous allez dans le mur, en fait, si vous n'adaptez pas les thérapeutiques. Alors, dans le Sud, on a l'habitude de prévenir nos patients, et donc dès le mois de juin, on leur dit il va commencer à faire chaud, vous prenez la moitié de votre Lasix, c'est complètement au doigt mouillé, c'est le cas de le dire, et c'est notre pratique, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. Probablement que ces outils qui sont extrêmement fins et qui ont une grande part de possibilités d'automatisation, peuvent nous aider à nous adapter. Aléas climatiques majeurs, aléas politiques majeurs, je ne sais pas, on n'a pas de gouvernement. Est-ce que ça retentit sur les patients ou pas? Alors ça, ce sont des données qui sont un peu similaires à celles que je vous ai montrées juste avant, avec un autre système de télésurveillance, celui de Satellia, qui présente également un impact, quand vous mettez le système comparé aux patients qui n'ont pas de télésurveillance, un impact sur les événements cardiaques majeurs, et en particulier sur la mortalité. Alors la question, c'est de savoir comment on va mettre tout ça en musique, parce qu'on a beaucoup de données. Les prothèses implantées nous permettent d'avoir... alors il y a différents algorithmes de différents constructeurs, là je vous ai signalé ceux qui permettent par Biotronic ou par Implicity de récupérer des données utiles pour la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, impédancemétrie, fréquence. Il y a des algorithmes plus fins qui vont intégrer également les modifications dans le temps de ces différents paramètres. Et puis à droite, une autre modalité de télésurveillance dont on ne dispose pas en France car elle n'est pas remboursée, c'est le CardioMEMS, qui permet de prendre les pressions dans l'artère pulmonaire et d'être plus fin sur des variations également dans des conditions physiopathologiques. Mais bon, ça reste du domaine de la recherche ou du domaine du futur éventuel. Alors, ces prothèses implantées nous permettent... Alors, il y a tout un tas de données publiées qui montrent l'impact sur les événements cardiaques, en particulier sur les hospitalisations. Et comme vous pouvez le lire en haut sur les différents systèmes, le problème, c'est que c'est très opérateur dépendant, comme beaucoup de systèmes de télésurveillance, finalement, où seul le constructeur a accès aux données. Et la difficulté, c'est que vous avez plusieurs constructeurs, plusieurs prestataires. Et donc, ce qui est proposé par Implicity, c'est entre autres quelque chose qui soit plus interopérable et qui vous permette d'avoir accès aux données des différents constructeurs pour les intégrer dans vos algorithmes. On pourrait imaginer d'intégrer d'autres données, celles du CardioMEMS, pourquoi pas, hein, c'est pas le même constructeur, mais peu importe, parce que le CardioMEMS, dans un contexte nord-américain, a montré une réduction des hospitalisations. Alors bien sûr, c'est discuté, ce sont maintenant de vieilles études qui ne sont pas dans le contexte européen, et donc c'est une des raisons pour lesquelles le dispositif n'est pas remboursé. Il faudra sans doute refaire les études dans ce jeu. Quelles études? Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un catalogue à l'après-vert, mais je vais quand même vous faire un peu de pub, d'autopub. Ça, c'est une étude académique qui va commencer bientôt. Et comme je vous disais, je pense que les systèmes de télésurveillance sont sous-utilisés, entre autres parce que l'alerte en elle-même peut constituer un événement clinique. C'est déjà beaucoup fait par les Nord-Américains. Je crois que là, on a fondé une étude qui part du système de télésurveillance. Et dans cette étude ACHIEVE, on va essayer de voir si l'acétazolamide, vous en avez peut-être entendu parler, il y a des études qui montrent qu'on arrive à obtenir une déplétion plus rapide, plus efficace avec l'acétazolamide dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Eh bien, si l'alerte peut être gérée de façon plus efficace, plus proactive. Deuxième étude académique, alors le ACHIEVE, c'est Toulouse et Montpellier qui sont à la coordination. Là, c'est une étude nancéenne où les collègues de Nancy, Nicolas Girard, vont essayer de montrer que la télésurveillance, dans une étude prospective, qui nous manque un peu, tient ses promesses. Donc 1000 patients, c'est ambitieux.
On aura sans doute besoin de différents centres parce qu'on aura du mal à proposer un bras sans télésurveillance, je suis assez d'accord avec vous, mais on a essayé de réfléchir pour limiter cet écueil. D'autres études, alors il y a une étude d'Implicity avec Codec et HF qui essaye de répondre justement à la question de l'intégration, parce que certes il y a la télésurveillance du poids, mais on peut y ajouter d'autres dispositifs de télésurveillance, la pression artérielle, la saturation, l'électrocardiogramme dans certains cas. Et donc la question c'est de savoir quel dispositif, quelle modalité pour le meilleur patient, c'est pour les meilleurs pour le patient, pour un patient donné. Et c'est une question qui n'est pas facile en fait à répondre. Autre étude industrielle qui va commencer toujours par Implicity avec une étude, on va dire européenne, mais enfin surtout française, qui a pour but d'intégrer justement ces données d'insuffisance cardiaque par la télésurveillance du poids et des prothèses, avec l'interopérabilité des différents constructeurs. Donc c'est un projet réellement ambitieux au cœur du sujet d'aujourd'hui, puisque l'idée c'est de répondre et de voir quelle est la plus-value de chacun des systèmes. Il y a un vrai enjeu, on peut imaginer qu'il y a au contraire une perte de synergie, parce que trop d'alertes tue l'alerte. Je crois que le deuxième topo va justement vous expliquer comment on a des outils un petit peu plus innovants sur la gestion des alertes, parce que si vous êtes submergé d'alertes, vous ne pouvez plus rien faire, c'est tout le problème. Alors justement, qu'est-ce que vous faites en cas d'alerte? Les enjeux opérationnels, et je terminerai assez brièvement pour vous rappeler d'abord que beaucoup de nos patients sont éligibles à la télésurveillance du poids, puisque depuis le passage en droit commun, soit vous avez été hospitalisé, soit vous êtes symptomatique avec un niveau de NT-proBNP élevé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais finalement ça représente quand même une grande proportion de nos patients insuffisants cardiaques, et surtout les plus sévères, ceux qui vont présenter le plus d'événements. Et donc on a différents systèmes de télésurveillance qui ont fait leurs preuves et qui sont remboursés, il n'y a aucune raison de ne pas leur proposer. On pourrait revenir sur les conditions du décret d'application avec, pour ceux qui n'en font pas encore, des modalités de rentrer dans les systèmes de télésurveillance qui sont quand même simples. Un écueil, c'est probablement de ne pas partir tout seul. Il faut quand même que vous ayez une équipe suffisante ou peut-être rejoindre un groupe qui le fait déjà. C'est probablement le plus simple pour débuter, pour éviter de vous retrouver avec une charge importante. Bien sûr, il faut prévoir localement comment vous allez déléguer les tâches. Qu'est-ce que va faire le prestataire? Qu'est-ce que doit faire votre équipe? Et donc, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter? Il y a la question de l'éducation thérapeutique. On est bien d'accord que ce n'est pas une application seule, sans suivi, sans réponse aux alertes, sans éducation thérapeutique qui va régler le problème. Et bien sûr, vous avez une obligation de réaction à l'alerte et de gestion de l'alerte. Et donc, il faut que derrière, ça suive. C'est pour ça que c'est tout à fait faisable, mais il faut quand même être correctement équipé. Alors, pour revenir au dispositif que je vous ai évoqué à travers l'étude ProAct d'Implicity, l'intérêt, c'est d'avoir à la fois la télésurveillance du poids, je vous rappelle que ça, c'est le minimum syndical, le suivi du poids de nos patients, mais également des symptômes. Là encore, il faut que les gérer. Il y a une question de dynamique, de timing, et donc les différents symptômes par rapport aux variations de poids, ça nécessitera une certaine puissance de calcul, et je pense que tu vas nous en parler juste après. Et puis, l'intégration des autres alertes, enfin des autres paramètres de suivi et les solutions d'accompagnement thérapeutique, ça c'est important, parce que soit vous avez vous-même la capacité de fournir une éducation thérapeutique, soit il faut trouver d'autres moyens de faire. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude, le principe repose sur une plateforme de télésuivi qui va être capable de gérer à la fois les alertes techniques, les problèmes qui ne sont vraiment pas de votre ressort médical, mais également de répondre à un certain nombre de problèmes, erreurs d'ordonnance par exemple, ou autres, et de renvoyer le patient vers le bon correspondant, le généraliste, le cardiologue traitant, etc., en fonction des symptômes. Et puis, le filtrage des préalertes qui a vraiment un rôle très important. Ça, ce sont des données un peu anciennes de notre centre. L'idée de ce graphique, c'était surtout de dire que beaucoup des alertes étaient gérées par le poids. Beaucoup des alertes étaient générées également par des problèmes d'observance, mais que une grande majorité des alertes pouvaient être traitées, filtrées par l'équipe du prestataire. Et ça, évidemment, c'est très précieux, parce que si vous vous retrouvez avec une file active, alors selon les centres, je sais pas, une file active de 200, 400 patients, si vous avez des alertes, vous êtes obligé de gérer toutes les alertes, y compris celles qui sont assez peu médicales,
rapidement, vous allez vous retrouver submergé et vous allez surtout perdre en plus-value. Alors, il y a des aspects psychologiques qu'il faut également explorer. C'est pas toujours facile pour le patient d'accepter de la télésurveillance. Là, on est en train de parler de surveillance multiparamétrique intégrée avec de l'intelligence artificielle qui va gérer les alertes et la gestion de vos patients. Et donc, il y a un peu des questions quand même aussi d'acceptabilité, hein, encore une fois. Un patient qui n'accepte pas les propositions que vous leur faites, encore à la consultation cette semaine, j'ai un informaticien qui m'a dit « mais moi, ça m'inquiète beaucoup que quelqu'un ait accès à des données ». Alors, je ne sais pas s'il avait vu les séries où on tue les gens à distance, mais voilà, il y a ces aspects-là qu'il faut évidemment prendre en compte, mais évidemment, c'est très, très protégé par la loi. Et maintenant, la question est de savoir comment gérer les alertes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ? Merci parce que c'est vrai que l'insuffisance cardiaque, c'est un problème de santé publique, avec donc aujourd'hui cette ambition de réduire les hospitalisations par une meilleure prise en charge qui n'est pas que pendant l'hospitalisation, mais après et donc avant la prochaine hospitalisation d'ailleurs. Et donc ça c'est effectivement très intéressant de voir le sens vers lequel on va la médecine, vers lequel le gouvernement, les autorités de tutelle nous poussent. Alors du coup, ça avait beaucoup de données à récupérer. Moi, j'aurais une question, c'est au niveau technologique, donc il y a des sociétés, une possibilité de faire une multi-intégration comme ça et de récupérer toutes ces données-là. Après, pour les traiter, donc on nous a dit qu'on pouvait avoir le prestataire qui nous aidait. Combien il faut de TP pour aider le médecin ? Parce qu'en fait, il y a une question de temps derrière tout ça. C'est ça, hein, la vraie question. C'est on veut bien faire tout ça parce qu'il faut le faire, mais comment peut-on le faire ? Donc on a la technologie qui va nous aider, mais si tu peux nous préciser en termes de temps, comment on optimise ce temps ? Combien il faut de paramètres, que ce soit ISPIC ou que ce soit une IPA ? Combien de temps pour combien de patients ? J'ai la réponse pour les stimulateurs, mais pour l'insuffisance cardiaque en général. Alors c'est une très très bonne question que tu poses. Les prestataires peuvent vous aider localement à déterminer votre business plan avec à la fois ce qu'il faut comme file active pour pouvoir financer le temps que tu vas demander. Et en même temps, il faut que ce soit viable, comme tu le dis. Alors nous, on avait projeté que pour une file active de 200 patients, il nous fallait un équivalent temps plein paramède et un demi-équivalent temps plein médecin. C'est-à-dire qu'on avait essayé de ne pas miser tout sur les paramèdes, mais avoir aussi du temps médical dévolu à ça. Parce qu'en observant un petit peu nos amis rythmologues qui sont toujours à la course sur la réponse aux alertes, qui font ça entre deux, etc., on s'était dit que c'était difficile. Bon, alors ça ne répond pas à tout, parce qu'un 0,5 équivalent temps plein médecin, en fait, très rapidement, il fait autre chose, hein, on est bien d'accord. Et puis, il y a les vacances, etc. Je crois que le secret, c'est d'avoir un équivalent temps plein paramède, un vrai équivalent temps plein, ce qui veut dire 2 paramèdes. Alors, si je compare à la stimulation, parce que moi je m'occupe plutôt de ça, on avait à peu près 1 pour 1000. Nous on dit un paramètre pour 1000, mais la différence c'est que les pacemakers on les a pour tout le temps, alors que là les gens entrent et sortent, hein, c'est ça. Donc, absolument. Donc c'est la différence. Est-ce que du coup ça fait autant de ressources? Je ne sais pas. Mais bon, c'est bien de savoir ce chiffre-là. Donc 1 pour 200 plus un demi-médecin. Je crois parce qu'il y a les paramédicaux vont faire beaucoup de choses. Ils vont pas, pour la télésurveillance du rythme, bien sûr, ils font beaucoup de choses, mais rapidement, ils vont quand même te solliciter toi. Tu vas prendre une décision. Là, dans l'insuffisance cardiaque, ils vont prescrire, ils vont revoir le patient parfois. Hein, pour les IPA, ils se saisissent des consultations. Et donc, c'est très demandeur de temps, très consommateur de temps. D'accord. Et maintenant, sur le volet technologique, donc tu as mis en avant la société Implicity, qui est un intégrateur, qui fait donc déjà le job de nous intégrer tous les stimulateurs cardiaques sur une seule plateforme. Je parle encore de temps, moi. Hein, je ne parle même pas de qualité. On va en parler aussi, mais je parle juste de temps. C'est le but. Et ils sont capables aussi de faire de l'insuffisance cardiaque. Donc sur la même, est-ce que le produit permet de gagner du temps sur la double pathologie? C'est des fois des gens qui ont la même chose, puisque c'est des gens qui ont un défibrillateur pour une fraction d'éjection à moins 30%. Ils sont en insuffisant cardiaque, ils sont dans les deux suivis. Est-ce que cette plateforme apporte pour chacun, et est-ce qu'elle apporte en synergie pour les deux?
Alors on en est convaincu, je pense que l'industriel lui-même en est convaincu. C'est l'objectif de l'étude qui commence, PROACT, pour vraiment le démontrer, parce que pour l'instant on hérite quand même de nos organisations locales. Et donc je peux parler de Montpellier, hein. Mes amis rythmologues, ils sont dans un bureau différent de ceux qui font de la télésurveillance du poids. Et donc parfois on ne se parle pas alors on est à une porte d'écart. Donc on a en pratique, alors on essaye de s'échanger les informations, mais je pense que tu as raison, il faut vraiment qu'on nous aide, parce qu'on hérite d'organisations qui sont pas suffisamment performantes. Et en plus, il y a de plus en plus d'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience de ces outils, du double suivi, donc peut-être, je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous avez une remarque à faire dessus, non, sur votre expérience? Si vous passez le micro. Donc un suivi double avec un seul système. C'est un gros micro, hein, c'est un micro Bonjour, qu'on peut se balancer. Emmanuelle, infirmière à l'hôpital Parlez un peu de Nantes. plus près, s'il vous plaît, du micro, c'est possible? Oui. Bonjour, Emmanuelle, infirmière au Confluent à Nantes, hôpital privé. Moi, je m'occupe plutôt de la partie insuffisance cardiaque, télésurveillance. Et on a une autre équipe à part qui fait la télécardio. Par contre, on communique ensemble. On a le bureau, effectivement, qui est juste à côté. Et on a des patients qui sont surveillés sur les deux. Et vous avez deux systèmes ou le même système avec deux équipes? Non, on a deux systèmes. Deux systèmes de la même marque, deux systèmes de marques différentes, je veux dire, ou c'est deux fois la même marque, deux fois Implicity qui sont sur. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez, ou avec deux systèmes totalement différents, deux marques différentes? C'est deux systèmes différents, on n'a pas Implicity. D'accord. Qui rassemble les deux. Ouais. Voilà, la question que je voulais poser, c'était savoir si on avait l'expérience d'utiliser le même système soit sur deux équipes qui seraient avec le même système, soit une équipe qui ferait les deux sous-utilisations, hein, insuffisance cardiaque et stimulation avec juste Implicity. Vous, c'est ce que vous faites, ou? Alors nous, c'est pas ce qu'on fait, justement. On est en train de voir comment on peut converger ou proposer des solutions de suivi D'accord. pléiotropes comme ça. L'arrière-pensée, c'est toujours une question de temps. Est-ce que c'est plus simple? D'accord. Est-ce que voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut encore gagner du temps? On a besoin de ça. Bon, très bien en tout cas. Oui. C'est aussi une histoire de compétences, puisque l'infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque va pouvoir faire des choses, des réactivités, ajuster le traitement, que ne fera peut-être pas l'infirmière. Elle peut ne pas avoir les deux casquettes. Une Mais formation rythmologique, d'accord. Et inversement. Donc c'est difficile d'avoir le même agent qui, par le même biais d'Implicity, puisse faire les deux parcours. En l'occurrence, chez nous, on va avoir, parce qu'on est en train de former en ISPIC à l'insuffisance cardiaque, mais ça prend du temps, hein, une infirmière qui a été déjà formée à la télésurveillance des prothèses, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit légion. Et bon, voilà, c'était pour savoir un peu ce qui se passait à droite, à gauche. Donc, en tout cas, on a, je pense, appris pas mal de choses sur cette problématique, hein, et puis on a soulevé, je pense, encore une fois, cette histoire de temps et de gestion des patients. Pour éviter leur prochaine décompensation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Alors, je vais laisser mon... Merci. On va enchaîner avec Jérémy Barraud, avec Jean-Michel Tartière qui a été retenu, qui vient d'arriver, qui va venir avec moi. Donc voilà, tu vas nous parler. Donc, le titre de ta présentation, c'est l'IA. Bien sûr, puisqu'on t'appelle Monsieur IA dans le service, au service de la précision diagnostique. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Oui, on m'a demandé de vous parler effectivement de l'apport de l'IA dans la télésurveillance. Hein, mais donc, effectivement, je vais essayer de ne pas faire trop de redites avec la présentation de François. Alors, je commence par les prothèses. Moi, je suis rythmologue, hein, donc à l'hôpital d'Aix. Donc, je suis plus orienté sur cette question-là. La question de la télésurveillance des moniteurs cardiaques, on le sait, mais effectivement, on en a parlé depuis 20 minutes déjà. C'est très chronophage et en fait, on le voit, les alertes qu'on reçoit sont très majoritairement des fausses alertes. Hein, sur cette étude que vous voyez ici, qui date d'il y a maintenant 5-6 ans, sur une première génération de Reveal Link, on avait un taux, vous voyez, de fausses alertes
en particulier pour les pauses et pour la fibrillation atriale, qui était majeure. Hein, vous voyez, plus de 3/4 en fait des alertes reçues pour fibrillation atriale étaient des fausses alertes, ce qui donne du coup des valeurs prédictives positives qui sont extrêmement mauvaises. Donc voilà, donc énormément de fausses alertes, et ça, donc comme on l'a dit, c'est une perte de temps colossale. Et ça a été quantifié par cette étude qui date d'il y a 3-4 ans maintenant, à 2021, donc là encore avant l'arrivée de l'IA, qui avait quantifié, donc pour répondre à la question de Jérôme, le temps passé pour traiter une alerte et donc le temps passé pour suivre un patient par an, donc pour encore une fois les prothèses. Vous voyez ici, donc aux États-Unis et en Europe, le temps passé par alerte, que ce soit pour les pacemakers et défibrillateurs, les CRT et donc les moniteurs cardiaques implantables. Donc vous voyez un temps de à peu près de 10 à 12 minutes, le temps de se connecter, d'aller voir l'alerte, de la lire, de la traiter, de l'archiver, etc. Un peu plus rapide en Europe, je ne sais pas si c'est parce qu'on est plus intelligent ou plus négligent. Mais voilà, globalement, un temps assez homogène entre toutes les prothèses, entre toutes les alertes. Par contre, quand on regarde le nombre de transmissions par an et par prothèse, là, on voit qu'il y a une différence qui n'est pas du tout négligeable, puisque on a en fait 10 fois plus d'alertes reçues sur les moniteurs cardiaques implantables par rapport au pacemaker, par exemple. Donc, à temps de traitement équivalent, on a très logiquement, sur cette dernière ligne, 10 fois plus de temps passé par an et par patient pour suivre un moniteur cardiaque implantable que pour suivre un pacemaker. Donc il faut faire quelque chose, surtout que c'était pas remboursé jusqu'à il y a peu, donc c'était vraiment du bénévolat. Pourquoi c'est aussi mauvais ? Il faut savoir que les moniteurs cardiaques, c'est des appareils qui sont assez basiques. C'est pas une insulte à l'industrie, mais c'est une dérivation qui est extracardiaque, donc qui est soumise à énormément d'artefacts, de mouvements, et sur lequel on peut pas baser l'analyse des ondes P, qui est très petite en général, selon la position dans laquelle on l'implante. Donc en fait, les algorithmes de base de détection de l'AFA sont principalement basés sur la régularité des RR, comme les montres connectées finalement, qui font pas mieux, pas pire. Et donc forcément, dès qu'il va y avoir des extrasystoles, de la sous-détection, de la surdétection, on va rapidement leurrer l'algorithme. Donc on peut modifier la sensibilité. Voilà, donc ici c'est un exemple avec Biotronic. On peut changer la fenêtre de variabilité des RR, mais du coup au risque effectivement de rater des vrais FA, ou au contraire d'être trop sensible et de détecter trop de choses. Il y a des algorithmes, des couches d'algorithmes qui viennent se rajouter pour essayer d'éviter ça, mais on voit qu'en pratique ça marche pas très bien. Donc il y en a qui ont, comme Abbott par exemple, choisi de faire des algorithmes séquentiels où on va petit à petit éliminer ici donc la sous-détection des ondes R, la surdétection des ondes T, des ondes P, etc. pour affiner un petit peu les choses, donc pour gagner en sensibilité, mais au prix effectivement, pour gagner en spécificité, pardon, mais au prix d'une perte de sensibilité. Et puis donc d'autres effectivement ont fait le choix du machine learning, de l'intelligence artificielle pour dépister ces alertes. Donc, en un mot, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas habitués ? Le machine learning, c'est une inversion du paradigme de programmation de ces ordinateurs finalement, puisque tous les appareils électroniques qui détectent automatiquement les choses sont des ordinateurs, sont des calculateurs. Et normalement, lorsqu'on programme un appareil, selon ce qu'on appelle un système expert, on lui donne à manger des entrées. Donc là, c'est des signaux OCG, mais ça peut être des photos de chats, ça peut être des photos de tumeurs, ça peut être, etc. Et puis, on va créer un programme pour interpréter ce signal. Et donc, l'ordinateur va faire ses calculs et va nous donner une réponse qui va être c'est un rite sinusal ou c'est une FA, c'est un chat ou pas un chat, c'est une tumeur, pas une tumeur. D'accord ? Ça, c'est les choses de base. C'est exactement ce qui se passe sur un électrocardiogramme, vous savez, qui sont pas de l'intelligence artificielle, même s'ils sont très intelligents, qui vous font les interprétations automatiques. Mais en fait, comment ça marche ? Ils détectent les ondes R, ils comptent le nombre d'ondes R sur les 10 secondes d'enregistrement, il multiplie ça par 6 et ça lui donne
la fréquence cardiaque. Hein, ça, c'est ce qu'on apprend en 4e année de médecine. Et puis, s'il est un petit peu plus intelligent, donc un petit peu plus cher en général, il va dépister ce qui est avant le QRS, c'est l'onde P, ce qui est après le QRS, c'est l'onde T, et donc vous donner des mesures automatiques du PR, du QRS, du segment ST, etc. Et puis, s'il est encore plus intelligent, il va voir qu'il y a des QRS qui tombent prématurément et il va vous dire que c'est des extrasystoles. Ok, donc ça, c'est nous qui avons défini qu'est-ce qu'était un QRS, qu'est-ce qu'était une onde P, qu'est-ce qu'était une onde T, et donc on lui a dit ça, et donc il le fait très bien. Mais voilà, quand on fait ça sur du reveal, hein, on ne se base que sur une toute petite partie finalement du QRS. On oublie tout ce qui est au milieu parce qu'encore une fois, le signal ne permet pas d'être plus précis. Et donc, on rate beaucoup d'informations. Quand on fait donc du machine learning, l'apprentissage machine, hein, ces fameux algorithmes d'apprentissage machine, en fait, on inverse le paradigme. C'est-à-dire que vous avez toujours votre calculateur. Alors, il y a une notion de puissance qui est importante, hein, puisqu'il faut faire beaucoup de calculs pour arriver à la réponse. Et donc, c'est pour ça qu'on le voit apparaître que maintenant, et pas il y a 70 ans, quand les premiers neurones artificiels ont été créés. Mais vous avez toujours vos entrées, donc qui sont vos signaux ECG, hein, ou vos photos de chat, ou de tumeurs, ou ce que vous voulez. Sauf que vous voyez que maintenant, on ne va plus donner à manger à la machine un programme, mais on va lui donner directement la réponse, et on va lui dire, ça, c'est un rythme sinusal, et ça, c'est un rythme sinusal, et ça, c'est un rythme sinusal, et on va faire ça, et ça, c'est une FA, ou c'est une pause, ou c'est des extrasystoles, ou de la surdétection, ce que vous voulez. Et on va faire ça des centaines, des milliers de fois. Et c'est en fait la machine, c'est l'algorithme qui va créer son propre programme pour définir qu'est-ce qui est une FA ou pas une FA, ou qu'est-ce qui est une tumeur ou pas une tumeur. Donc ça se fait maintenant dans beaucoup de domaines. Donc sur le signal ECG, je sais que Laurent Fiorina, je ne sais pas s'il est là, mais bon, il en parlera demain. Ça se fait donc sur le Holter avec Cardiologs depuis plusieurs années et puis d'autres depuis. Je vous ai mis cette diapo simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble un réseau de neurones. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Bon, sur la gauche de l'écran, tous les convolutions, ReLU, etc. Ce sont en fait des formules mathématiques, pour faire simple, qui chacune va s'intéresser à une micro-partie du signal ECG et qui, en multipliant chaque couche de neurones, va faire un calcul, activer ou non la couche de neurones suivante. Et donc, vous voyez que la troisième, là, elle est multipliée 15 fois. Donc, il y a une 70 neurones sur ce réseau qui, à la fin, vont répondre à la simple question de est-ce que c'est un rythme sinusal ou une FA. Donc, vous voyez qu'il faut quand même une puissance de calcul importante. Mais par contre, vous voyez, la précision, hein, les courbes ROC, on les voit même pas là en bas. Vous voyez, trigéminisme. On a... je ne sais même pas si c'est légal de faire des courbes ROC comme ça. Mais ça marche très bien. Donc ensuite, sur le reveal, effectivement, Medtronic a fait son algorithme propre, donc là aussi basé sur un réseau de neurones et qui a eu effectivement l'autorisation, qui lui a permis de commercialiser le Link 2 et puis après ils l'ont inclus au Link 1 depuis 2 ans. Et donc effectivement, Implicity a fait son propre algorithme sur sa plateforme, puisque encore une fois, dans le Link, l'algorithme Medtronic du Link n'est pas à l'intérieur du Link ni du Link 2 d'ailleurs. Hein. Il est sur une plateforme CareAlert, donc de Medtronic, sur un serveur aux États-Unis. Et c'est quand on interroge la prothèse à distance qu'elle va être filtrée par l'alerte et effectivement effacée sur votre plateforme à vous. Si vous interrogez directement la prothèse, vous n'aurez pas le bénéfice de l'IA et vous aurez toutes les alertes qui apparaîtront. En fait, Implicity fait la même chose sur sa plateforme avec un algorithme qui est différent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est du XGBoost, c'est une espèce d'arbre décisionnel qui permet à la fin, effectivement, de classifier les alertes. Alors là, ils ont choisi 6 classifications: FA, pause, bradycardie, TVFV, rythme normal ou artefact. Et donc ça marche plutôt bien, avec voilà une courbe ROC tout aussi belle que Cardiologs. Et donc voilà en pratique comment ça marche. Donc ça c'était ce matin notre plateforme à Aix où vous avez donc je prends un patient au hasard avec un certain nombre d'alertes
Et donc, effectivement, vous avez la classification. Donc, les alertes sont forcément générées par le fabricant, par la prothèse en elle-même, avec la notification du fabricant. Et pour certains des alertes, Implicity vous suggère une reclassification. Il vous dit, lui, il a dit tachy, mais je pense que c'est plutôt un rythme normal. Lui, il a dit asystole, mais je pense que c'est pas une asystole, que c'est un artefact. Et effectivement, quand on va voir l'alerte, c'était pas une asystole, c'était un artefact, et c'était pas une tachy, c'était effectivement de la surdétection. Donc c'est assez agréable à utiliser. L'avantage et l'inconvénient, je sais pas, de Implicity par rapport à Medtronic, c'est que on a effectivement visible toutes les alertes, y compris celles qui ont été considérées comme mauvaises, alors que Medtronic les ont filtrées en amont. Mais vous pouvez les enlever si vous voulez, c'est possible aussi. Donc c'est un avantage et un inconvénient, je ne sais pas. Voilà, pour l'insuffisance cardiaque, donc on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais passer rapidement sur le principe, mais j'ai mis voilà, Satellia, où effectivement la base c'est le poids, plus ou moins certains autres paramètres, comme la fréquence cardiaque, comme la tension, comme ce qu'on veut, qui vont à la fin donner des scores qui vont voire générer une alerte par critère, qui vont effectivement nous essayer de nous prédire si le patient fait de l'insuffisance cardiaque ou pas. Et effectivement, comme on en a bien parlé, Implicity a essayé d'intégrer les données qu'ils avaient en leur possession, c'est-à-dire les données des prothèses, des pacemakers, puisque à peu près un tiers des patients insuffisants cardiaques, Jérôme nous l'a dit, ont un appareil implanté cardiaque, que ce soit un pacemaker ou un défibrillateur. Normalement, tous les patients avec une fraction d'éjection basse ont un défibrillateur, mais beaucoup ont un pacemaker aussi. Et donc, dans ces prothèses, on a énormément d'informations en fait utiles pour l'insuffisance cardiaque, que ce soit la fréquence cardiaque, ça c'est une donnée de base, mais des choses beaucoup plus spécifiques comme la position du patient la nuit, parce que vous savez, il y a des accéléromètres dedans, comme l'impédance thoracique, qui est un marqueur de la présence d'eau, d'œdème pulmonaire, comme la variabilité de la fréquence cardiaque au repos, comme voilà, la fréquence respiratoire, etc., etc. Donc beaucoup de données. Et effectivement, jusque-là, comme on l'a dit, les rythmologues, ils laissaient ça de côté parce qu'ils s'en foutaient. Et puis les insuffisants cardiologues n'avaient pas accès à ces données, et donc finalement on perdait un peu en information. Donc effectivement, Implicity a utilisé les données du Health Data Hub, qui est cette grande base de données nationale pour récupérer les données d'hospitalisation, et a fait donc plusieurs études que François a citées. Je vais passer rapidement, la dernière étant Forcier et Chef, qui intègre ces données-là. Alors attention, ça marche pas avec toutes les prothèses, c'est seulement 3 constructeurs. Ça, voilà comment ça fonctionne. Vous avez les données qui sont inclus sur les 90 derniers jours, donc la fréquence cardiaque, l'impédance thoracique, l'activité, donc le niveau d'activité du patient, la fréquence respiratoire, l'âge, le sexe, des données y compris de stimulation par exemple, et puis des arythmies, les chocs. Et donc en fait, vous avez un algorithme. Donc là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail de l'algorithme, mais c'est un petit peu le même principe que celui utilisé pour les moniteurs cardiaques implantables, de classifieurs comme ça en arbre décisionnel. Et donc ça va vous donner un score qui prédit effectivement l'insuffisance cardiaque. Et donc voilà comment ça se présente. Vous avez ici le score qui est calculé quotidiennement, et effectivement, lorsqu'il dépasse un certain seuil, ça génère une alerte. Les gros intérêts, c'est qu'on peut voir le détail des critères qui ont amené à l'alerte, de tous les paramètres de signaler de chef, et qu'on peut même carrément voir la pondération de chaque facteur dans le calcul du score. Donc on voit qu'ici, les mesures sur les sondes où la fréquence respiratoire n'était pas tellement impactée, mais la fréquence cardiaque ou le taux de stimulation, par exemple, un patient qui est plus stimulé, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc c'est intéressant. Et voilà, les performances qui sont en bas, qui sont loin d'être négligeables pour cette problématique d'insuffisance cardiaque qui, encore une fois, est compliquée. Donc voilà. Donc
reste à intégrer tout ça. Et effectivement, le gros problème, c'est celui de l'organisation, du remboursement, enfin voilà, de l'intégration de toutes ces données dans les équipes. Mais je suis persuadé que c'est un plus, que c'est dommage de se cacher, de se baser uniquement sur le poids pour télésuivre des patients, alors qu'on sait que le poids, c'est quand même pas terrible. Donc voilà. Donc en conclusion, l'intelligence artificielle, à quoi elle sert ? Elle fait plus vite et mieux. Elle aide le médecin à faire plus vite et mieux. Donc en diminuant les fausses alertes, on gagne du temps. Et ça c'est notre guerre quotidienne. Et effectivement, en intégrant des données multimodales, on peut vraiment améliorer le suivi de l'insuffisance cardiaque, je le pense. Reste effectivement forcément à améliorer encore la précision, la prédiction sur le long terme. On sait que l'IA arrive à faire des choses assez folles sur le long terme. Et puis, du coup, l'idée, c'est à la fin de faire de la médecine vraiment personnalisée par patient. Ça, c'est un peu la promesse. Donc, encore du travail, mais aussi des perspectives. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur... voilà, il y a une question, si vous voulez bien donner le micro. Alors, c'est un micro particulier, il faut prendre et l'amener. Voilà. Ou alors celui-là, c'est encore mieux. Merci Jérémy, très belle présentation. J'aurais une petite question sur... on a vu qu'on a l'IA dans le cloud de, on va dire, Medtronic pour les Link 2. Et est-ce que l'IA de Implicity se surajoute à ça ? Parce qu'on sait que Implicity récupère les signaux qui sont sur les sites de télécardiologie des constructeurs. Donc, il récupère les signaux de base ou les signaux déjà traités par l'IA ? C'est une bonne question que je me suis posée aussi. Et oui, les deux se cumulent, puisque Implicity va piocher dans la plateforme de Medtronic qui a déjà préfiltré les alertes. Donc, effectivement... Ouais, il y a deux. Eh bien, en fait, on a... Tu penses à un problème ? C'est ça ? Non, en fait... En fait, tout le problème encore une fois, de ces algorithmes, c'est qu'ils sont faux pour la plupart. Implicity, Medtronic nous vendait, au moment où le Link 2 est arrivé, l'IA est arrivé, le nombre de patients, le nombre d'alertes évitées, là, je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos centres, 75% d'alertes évitées par mois. Ouais, c'est génial, mais en fait, pourquoi il y en a autant ? donc la question, c'est pas tellement comment on y arrive, la question, c'est est-ce qu'on en rate ? Parce que c'est ça qu'on veut pas. Et donc, a priori, Medtronic annonce une sensibilité de 99,1% pour la détection de l'AFA. Donc, a priori, on n'en rate pas ou très très peu. Et deuxièmement, est-ce qu'à la fin, il y a encore des fausses alertes ? Et on voit qu'effectivement, ça marche bien. Honnêtement, depuis que Medtronic a mis son IA, pour les AFA et les pauses, on a vraiment une grosse... chez Medtronic, on a beaucoup moins d'alertes, de fausses alertes, et donc la plus-value d'Implicity est plus faible, mais il n'y a pas que des moniteurs Medtronic, donc il y a encore du travail chez les autres. Et puis, ça permet d'avoir un petit plus, mais oui, les deux se cumulent. Et ils se cumulent avec les autres algorithmes initiaux que sont la régularité des RR et tout ça. Donc c'est un cumul, bien sûr, c'est un millefeuille d'algorithmes. Voilà, on peut imaginer que tous les constructeurs vont faire comme Medtronic et tous vont amener envoyer en IA filtré. Alors est-ce qu'ils auront la même politique qu'à Medtronic, c'est-à-dire je vous les enlève et je vous les montre pas, ou est-ce qu'ils vont faire comme Implicity, vous dire il faut valider, et Implicity vous dit il faut valider? Je trouve que c'est pas mal qu'ils vous les enlèvent et puis qu'un filtré, ce qui reste, on nous dise, on nous donne le choix. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités, c'est des choix. Alors j'en ai il y a pas beaucoup parlé. de data. Le problème c'est qu'on a beaucoup de data et que voilà, il faut pouvoir se faire aider parce que sinon on n'y arrive pas. Ouais. C'est surtout ça. J'en ai pas parlé, j'ai un peu honte maintenant, mais en fait Biotronic a sorti son IA il y a quelques mois. Exact, ouais. Avec le Biomonitor 4 qui vient de sortir et qui est aussi un XGBoost, donc un peu le même principe qu'Implicity, qui marche relativement bien, mais moins bien que Medtronic. Mais bon, Medtronic a maintenant plus de 3 ans de recul et 3 millions, je crois, de tracés inclus, donc forcément, c'est dur de rivaliser. Mais oui, certainement. Mais voilà, encore une fois, l'IA, je pense que dans cette problématique-là des moniteurs cardiaques implantables, où encore une fois,
la manière de dépister le signal est assez comment dire, assez faible. Enfin voilà, ce qu'on regarde sur le signal, on perd énormément d'informations. Voilà, c'est la même question pour l'insuffisance cardiaque. Le poids, c'est un micro-paramètre. C'est dommage de se limiter à ça. Et donc, le but de l'IA, c'est justement d'intégrer plein de données. Donc, sur l'insuffisance cardiaque, c'est les données, effectivement, des prothèses, mais les données démographiques. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et sur le CG, bah, c'est du signal, hein, mais c'est plus de signal que simplement un RR, quoi. Donc voilà, c'est ça l'objectif, et je pense que c'est pertinent. Et juste pour les données qui arrivent pour essayer de prédire s'il va y avoir une insuffisance cardiaque à partir de ceux qui ont le plus de données à nous offrir, c'est-à-dire les stimulateurs, voire les simulateurs de resynchronisation ou défibrillateurs. Donc il y avait comme critère la fréquence cardiaque avec sa variabilité, l'impédance thoracique, l'activité qu'on avait grâce au capteur. Et également le rythme respiratoire, tout ça peut se mesurer, corrélé à l'âge, ce qu'on veut. Donc tu nous dis que l'IA peut prendre tout ça et nous faire un score. Voilà, mais est-ce que ça va encore progresser avec les mêmes données ou ils ont besoin d'autres données? Est-ce que tu attends est-ce que c'est figé là, ce qu'on a obtenu, ou est-ce qu'il y a encore des travaux pour qu'on ait des données d'intelligence artificielle qui vont encore mieux interpréter ça et mieux nous dire si le patient, c'est ça la question, va décompenser et est-ce que ça va évoluer? Ouais, alors là, on rentre vraiment dans des considérations techniques, dans des considérations techniques sur des algorithmes de data science, mais enfin voilà, les algorithmes qu'on peut utiliser, les réseaux de neurones en particulier, sont des algorithmes qui demandent énormément de données. Hein, là, le XGBoost, c'est un algorithme plus simple à faire avec moins de données, mais qui a des précisions très importantes. Et donc toute la question de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, effectivement, si on veut mettre beaucoup de données, beaucoup d'informations, il va falloir beaucoup de patients. Et ensuite, c'est de la puissance de calcul, c'est du temps de travail. Mais évidemment qu'on peut améliorer les choses et que plus on rentre d'informations et plus, on voit qu'on arrive à prédire il y a une étude très récente là, cette semaine, je crois, qui est sortie sur le UK Data Biobase. C'est une cohorte de suivi de population générale là, anglaise, et ils ont réussi à prédire à 10 ans sur 500 000 patients l'apparition de maladies, en fait, d'un grand nombre de maladies sur une cohorte de... Donc en fait, quand on met beaucoup de patients avec beaucoup de données, on peut arriver à prédire des choses folles, mais donc, bien sûr qu'il y a des perspectives, mais c'est du travail et de l'argent. Une question là-bas, oui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il se reprogramme lui-même en faisant des tests? Il voit une pause, il pourrait dire tiens, je vais changer la sensibilité pour voir si ça va faire une pause. Oui, bien sûr, mais ça c'est le fantasme absolu, et y compris pour les défibrillateurs, pour éviter les chocs inappropriés, par exemple. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, comme je le disais, l'IA, elle n'est pas dans les prothèses, elle est sur une plateforme, et donc elle n'intervient que dans un second temps, une fois que la machine s'est plantée. Et donc, je pense que ça serait pas très vendeur pour les constructeurs de vous mettre une alerte en disant le patient a reçu un choc, mais en fait, c'était pas un vrai choc. Bon, donc, mais probablement que Nvidia ayant encore battu des records de bourse, ils vont nous faire des puces qu'on pourra mettre dans les défibrillateurs et agir en amont. Ça, ça je ne sais pas dans les petits papiers d'Nvidia, mais il y a certainement que à l'avenir, on pourra inclure de l'IA en tout cas améliorer la performance des modèles et prédire en fait avant que les événements n'arrivent, et bien sûr les reprogrammer. Il y a aussi des contraintes réglementaires, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Juste peut-être une dernière question avant qu'on puisse clore, et désolé pour mon retard. On voit bien, et là c'est un cas d'école où en fait il y a des informations qui sont sur des constructeurs différents, qui sont sur des sites différents, et l'IA souvent a besoin de faire appel à plein d'informations qui ne sont pas toutes logées au même endroit actuelle pour dire telle information appartient à un tel. Est-ce que c'est les constructeurs qui a l'information? C'est le patient qui a l'information? C'est celui qui assure la télésurveillance qui a l'information? C'est le soignant qui a l'information? Est-ce que c'est un flou total, ou est-ce qu'il y a vraiment une petite législation qui apparaît petit à petit? C'est une question piège, j'en ai conscience. Je laisserai Implicity répondre, je pense, parce que j'ai pas la... S'il vous plaît, le micro pour répondre. J'ai des idées, mais je préfère vous laisser répondre. On va avoir une réponse. Oui, je réponds sur la base de mes connaissances, mais
On a pas mal exploré ce sujet. Pour faire très simple, oui, il y a des tas de lois en France, en Europe. Maintenant, il y a le Data Act en plus qui s'est rajouté pour gérer ces histoires-là. Aux États-Unis aussi. On est habitué à ce qu'il y ait moins de lois aux États-Unis. Et pour faire simple, il y a une légitimité extrême à ce que les soignants aient accès aux informations des patients, quel que soit. Enfin, en gros, personne ne peut bloquer d'une manière ou d'une autre pour des raisons. Il n'y a pas de propriété déjà. Personne n'est propriétaire de ces données. Il n'y a pas du tout de notion de propriété. Il y a une notion de qui a le droit d'utiliser les informations et qui doit être prévenu de ce qui se passe. Donc RGPD, c'est vraiment... tout le monde doit être prévenu de ce qui se passe et qui a le droit d'accéder. Mais les soignants, et donc les soignants, quand ils utilisent n'importe quel prestataire, ont une légitimité totale à accéder à tout ce dont ils ont besoin, d'où que ça provienne. Et quel que soit l'industriel concerné. Quand ils soignent le patient. S'ils soignent le patient. S'ils soignent le patient, voilà, et si le patient est informé. Tout à fait. Fondamentalement, on a un peu l'impression quand même c'est le patient qui est le propriétaire de ces données quand même. Alors, juste un mot de breaking news, l'IA Act, enfin Bruxelles vient d'annoncer hier ou aujourd'hui un allègement de l'IA Act, en particulier sur le RGPD, en particulier sur le niveau 3, donc qui est le niveau médical des données sensibles, qui enfin, on l'espère, permettra d'assouplir un peu les contraintes qui pèsent sur les startups en IA, en particulier dans le domaine de la santé. Bon, on fera une session là-dessus. Breaking news du jour. Ouais, information de breaking news. Merci, vous n'êtes pas venu pour rien. Bon, après, vous pouvez les regarder. On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Tout simplement, merci beaucoup.